que les élections présidentielles russes auront lieu dans moins de 3 semaines, les médias occidentaux dressent un portrait au vitriol de la Russie et de son processus électoral, nous expliquant qu'il n'y a pas d'opposition, que le scrutin est joué d'avance parce que Vladimir Poutine aurait écarté ses concurrents, etc. Alors, la Russie est-elle une horrible dictature dirigée par un clone de Staline que le peuple voudrait chasser du pouvoir, ou faut-il regarder d'un petit peu plus près ce que les médias occidentaux nous racontent? Presque tous commencent par mentionner, comme cet article de Yahoo, que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis presque un quart de siècle et qu'il va pouvoir se représenter grâce à, je cite Yahoo, une réforme constitutionnelle controversée. Mais controversée où, en fait? En Occident? C'est une réforme constitutionnelle russe, pas française, anglaise ou américaine, donc en quoi ça les regarde? L'important, c'est que le peuple russe ait soutenu cette réforme, qui a été approuvée par presque 78% des votants, avec une majorité écrasante de oui lors d'un référendum, qui est l'expression démocratique de la volonté du peuple. Je vois pas en quoi cette réforme constitutionnelle est controversée. Je sais bien qu'en France, on s'est assis en 2005 sur les résultats du référendum concernant la Constitution européenne. Mais vous savez, il y a des pays comme la Russie qui respectent l'expression de la volonté populaire. Si, ça existe. Quant au fait que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 24 ans, ce qui prouve qu'il serait un tyran, je vous livre en exclusivité des images du peuple affamé en révolte contre le dictateur. Ah, pardon, c'est tout écrit en français et les gens scandent Macron d'émission? Mais c'est pas en Russie, ça. C'est pas la bonne vidéo. C'est des images du salon de l'agriculture en France où Macron a été accueilli sous les sifflets et les huées des agriculteurs en colère. Désolé. Bon, plus sérieusement, je rappelle que lors des dernières élections, Vladimir Poutine a été réélu au premier tour avec 76,69% des voix. Alors je sais bien qu'un tel score fait baver d'envie et suscite la jalousie de bien des présidents ou premiers ministres occidentaux qui ne peuvent plus sortir de leur palais sans se faire jeter des tomates à la figure. Mais quand même, le centre Levada, qui est un institut de sondage financé par l'Occident et donc un agent étranger pas du tout pro-Poutine, dit que 85% des Russes soutiennent Vladimir Poutine et sont contents de son travail. C'est logique qu'il soit réélu haut la main dès le premier tour. Il n'y a aucune tyrannie ni dictature là-dedans, juste que les Russes ils sont contents de lui. Et ils n'ont pas envie de changer de président au risque de se retrouver avec un incompétent à la tête du pays. Et les Russes, ils savent ce qu'il peut en coûter d'avoir un mauvais président. Puis bon, en matière de durée de mandat d'un chef d'État, je rappelle qu'Angela Merkel a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. J'ai pas le souvenir que qui que ce soit dans les médias occidentaux ait dit que l'Allemagne moderne était une dictature ni traité Tata Merkel de tyran sanguinaire. Bref. Bon, lisons la suite. Le seul opposant en lice a vu sa candidature rejetée. Attends, comment ça, le seul opposant en lice? Il y a 3 autres candidats validés en plus de Vladimir Poutine. Mais c'est quoi ces mecs? Ces clones? Attendez, je vais lire la suite. Boris Nadezhdin, seul opposant à Poutine et à son offensive en Ukraine à s'être présenté. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux là. Non mais sérieusement, vous m'avez collé les jetons avec votre titre. Moi là j'ai été parti sur un trip à la Palpatine, guerre des clones et tout. En fait c'est juste que le seul candidat qui est contre l'opération militaire spéciale a été recalé. Bon, mais en fait pourquoi il a été recalé? C'est juste Poutine qui a dit celui-là je le veux pas comme concurrent ou comment ça se passe? La commission électorale lui reproche des irrégularités dans la collecte des 100 000 signatures d'électeurs le soutenant. Ah, des irrégularités? Mais quel genre en fait? 15% de signatures invalides quand le seuil maximum autorisé c'est 5%? Oula! Ah oui, ça fait beaucoup là. Ah, et il y a même 11 morts qui ont signé pour lui. Mais il a fait ça comment, Nadezhdin? Il avait un nécromant sur place dans les points de collecte de signatures pour réveiller les morts. Hop, ils signent et puis ils retournent dans leur tombe. Non, là ça va loin niveau fraude quand même. Et attendez, c'est pas fini le concernant. En effet, certains médias comme Marianne nous l'ont même présenté comme étant soutenu par beaucoup de Russes. La preuve, il y avait même des files d'attente devant les points de collecte de signatures pour Nadezhdin. Un thermos dans une main, un paquet de biscuits dans l'autre, les bénévoles du siège de campagne de Boris Nadezhdin s'agitent autour de la file d'attente qui grandit d'heure en heure devant l'entrée du bâtiment rue Fourmany au nord-est de Moscou. Des milliers de Russes emmitouflés dans leurs manteaux sous la neige se pressent à la sortie du travail afin de déposer leur signature
pour l'enregistrement de la candidature de celui qui condamne ouvertement la guerre en Ukraine. Infime espoir d'une alternative en Russie pour l'élection présidentielle de mars. Boris Nadezhdin, c'est notre dernier espoir. Souffle Anne, étudiante en lettres, qui a appris son existence seulement la veille par des amis en Arménie. Attends, chérie. Le gars, tu ne savais même pas qu'il existait avant-hier, et là, tu fais la queue dans le froid, sous la neige, pour lui donner ta signature. Et en plus, c'est des amis en Arménie, un pays désormais largement sous contrôle occidental et où sont réfugiés un certain nombre de Russes opposés à la politique de Vladimir Poutine et qui sont payés par l'Occident pour ça, qui t'ont parlé de lui. Il n'y a que moi qui flaire un truc pas net, là. Non, je veux dire, j'en ai vu ici des points de collecte de signature pour Vladimir Poutine. Bon, déjà, tous étaient dans des centres commerciaux, histoire de ne pas exposer les volontaires et les signataires au froid et à la neige. Mais en plus, il n'y avait pas de telle file d'attente, alors que Vladimir Poutine a récolté près de 3 millions de signatures, soit 10 fois ce qui était nécessaire, contre 200 000 pour Nadezhdin, soit 15 fois moins que le président sortant. Ah, attendez, il y a des gens qui ont discuté avec les jeunes. Parce que oui, si on regarde bien les images, c'est pas des trentenaires ou des quarantenaires sortant du travail qui sont dans ces files d'attente, mais bien majoritairement des jeunes, sûrement étudiants. Нет, я первый раз здесь на улице. Нет, ну в плане еще есть какие-нибудь работы? А у меня есть беседы, я их тоже смотрю иногда. Ну, сейчас в январе что-то не было почти. Что, много платят? Ну где как. Вообще обычно от 350 в час. Ну, Обычно. а тут сколько? Ну тоже. А вам сколько? То же самое, 380. Тебе тоже, да? Да. 350 roubles, 3,50 € de l'heure, l'étudiant qui fait la queue dans la file d'attente pour Nadezhdin. Ah, ça va, c'est pas cher pour fournir aux médias occidentaux de belles images de file d'attente, pour faire croire que des milliers et des milliers de gens le soutiennent, et que le Kremlin a donc peur de lui. Sauf que si c'était le cas, il n'aurait pas eu besoin de faire signer les morts, et de faire de fausses signatures en masse pour remplir son quota, parce que 15% c'est énorme. Je rappelle que ça, en langage juridique, ça s'appelle une fraude. Et puisqu'on parle de fraude, puisque tous les médias occidentaux hurlent en chœur que les opposants à Poutine sont soit en prison, soit morts, soit en exil, je rappelle qu'être opposant politique au pouvoir en place n'est pas un totem d'immunité judiciaire. Si Navalny était en prison, ce n'était pas parce qu'il s'opposait à Vladimir Poutine, mais parce qu'il était un escroc. Et qu'il cherchait aussi à renverser le pouvoir politique en Russie pour le compte de puissances étrangères qui le payaient grassement pour ça. Ça, en langage judiciaire, ça s'appelle de la haute trahison. Bon, croire que Navalny était, comme l'écrit France TV, le principal opposant à Vladimir Poutine, alors que seulement 9% des Russes le soutenaient ou étaient d'accord avec son action contre 85% qui soutiennent le président russe, encore une fois, d'après un sondage Levada, qui est un agent étranger en Russie et donc plutôt pro-occidental. Bon, pour comparaison, si on prend un autre institut de sondage russe, Stiom, Vladimir Poutine aurait un taux de soutien de presque 80%, le leader du parti communiste à 29%, et le leader du parti LDPR est autour de 16%. Et c'est un gars qui a un taux de soutien à un chiffre qu'on nous présente comme le principal opposant à Vladimir Poutine. Ah bon, un peu de sérieux là. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les différentes fraudes de Navalny, dont son pseudo-empoisonnement au Novichok, je vous renvoie vers ma série d'articles à ce sujet qui sont publiés sur le site, je vous mettrai les liens en description. Bon, en vrai, c'est pas la faute de Vladimir Poutine si l'écrasante majorité de cette pseudo-opposition russe est remplie d'escrocs, d'adeptes du détournement de fonds, de fraudeurs fiscaux et de personnes publiant de fausses informations quand c'est pas de la diffamation pure et simple et qui finissent en prison ou filent à l'étranger pour éviter d'y finir après condamnation. Et puis histoire de terminer cette vidéo en beauté, je vous propose d'écouter une blague belge, le journal télévisé belge qui nous explique que le système est verrouillé en Russie car les candidats d'opposition n'auraient pas accès aux médias et surtout le système de parrainage par signature serait injuste. Elles sont jouées d'avance, ces élections ? Ça fait longtemps en Russie que le scrutin présidentiel est joué d'avance. C'est-à-dire que le contrôle du déroulement du scrutin, que ce soit très en amont, avec un accès aux médias qui est très différencié en fonction des candidats, et déjà même en remontant à la question de l'enregistrement des candidats. Commençons par l'accès aux médias très différencié selon les candidats. Regardons ce que dit la législation russe au sujet de l'accès aux médias pour les candidats aux élections présidentielle.
les petits candidats pénalisés, la configuration actuelle des règles sur le temps de parole ont été modifiées par la loi du 25 avril 2016 sur la modernisation des règles de l'élection présidentielle. Censée favoriser le débat politique, cette loi est régulièrement dénoncée par les petits candidats qui disent y perdre en visibilité. Dans les faits, les petits candidats semblent effectivement lésés. Avant cette nouvelle législation, le principe d'égalité du temps de parole se substituait à celui d'équité dès la deuxième période du calendrier du CSA. Résultat, là où les candidats les plus modestes bénéficiaient d'un temps de parole égal à celui des favoris pendant un mois, ils n'y auront droit désormais que pendant 15 jours seulement. Attends, comment ça le CSA ? Mais c'est un organisme français, ça. Oh la boulette! J'ai encore confondu, désolé, vraiment. Bon, il est où le graphique avec les débats télévisés russes? Ah, voilà. Alors, tous les candidats ont le droit de venir au débat publié sur les grandes chaînes télévisées et la première radio du pays à égalité. Bon, certains ont refusé de venir à certains débats, et Vladimir Poutine n'y participe pas, renonçant ainsi à son temps de parole autorisé. Bon, ok. Commerçante en 2018 expliquait en détail que du temps d'antenne gratuit pour la campagne des candidats est assuré par 5 chaînes fédérales et 3 stations de radio, et les heures sont tirées au sort. Bah, ça me semble un peu plus équitable que d'allouer les temps de parole en fonction du pourcentage fait aux dernières élections comme en France. Ce qui enferme effectivement les petits candidats dans un cercle vicieux. Peu de votes égale peu de temps d'antenne égale peu de gens savent qui vous êtes, et puis forcément peu de gens votent pour vous. Bon, maintenant regardons l'histoire des parrainages, qui serait selon Aude Merlin un facteur bloquant. Parrainage pour la présidentielle, stop à la pression sur les maires et présidents de communautés. L'Association des maires de France de Maine-et-Loire estime dans un communiqué que les élus locaux ne peuvent se permettre de parrainer un candidat sans que cela ne soit assimilé à un soutien. L'association remet en cause le fonctionnement actuel et souhaiterait qu'une nouvelle méthode soit décidée pour les parrainages d'élus aux candidats à l'élection présidentielle. L'Association des maires de France. Ah, zut, c'est vrai. Ouais, en France, il faut 500 signatures de maires ou d'élus locaux. Et puis comme leurs noms sont ensuite rendus publics, ils n'osent plus soutenir de candidats à l'élection présidentielle qui dérangent de peur de perdre des financements. Oups. Non, en Russie, ce sont les simples citoyens qui parrainent leurs candidats et non des élus, ce qui me semble beaucoup plus logique. Et puis leurs noms ne sont pas rendus publics. Ça aussi, c'est beaucoup plus normal. Il est aberrant d'exposer ainsi des élus qui ont juste signé pour qu'un candidat puisse se présenter. Alors, pour information, en Russie, les candidats de 5 partis, ceux qui sont présents à la Douma, le Parlement, peuvent présenter des candidats sans avoir besoin de fournir de signatures de parrainage citoyen. C'est le cas de Russie Unie, LDPR, Parti communiste, Nouvelle Personne et Russie Juste. Les candidats d'autres partis doivent recueillir entre 100 000 et 105 000 signatures de citoyens pour se présenter. C'était le cas de Nadezhdin. Et enfin, les candidats indépendants doivent collecter 300 000 parrainages. C'est le cas de Vladimir Poutine, qui a préféré se passer de la facilité de se présenter comme candidat de Russie Unie. Ce système me semble assez logique et normal, ça permet de s'assurer qu'on ne finit pas avec 35 000 candidats dont la majorité écrasante ne récoltera même pas 3 voix chacun. Voilà. Maintenant, vous savez toute la vérité sur les élections russes.